Désolé, réponse un peu... C'est très bien. Voilà, non, si, j'ai regardé... attends, je vais te faire une réponse de cinéphile. Si, quand j'ai regardé Citizen Kane, il y a un moment où je me suis dit, putain, mais le monde est extraordinaire. Tu vois, parce que je vais peut-être prendre cette réponse. Monsieur John Rachid, bienvenue. Ben merci, écoute, merci de l'invitation. Enfin, l'invitation chez moi, Oui. parce que finalement, on est chez moi. J'adore inviter et me faire inviter en même Mais temps. en fait, je m'invite sur ta chaîne en t'invitant chez moi. Tout à fait. Très Van Damme, ce truc. Exactement. Ah. Exactement. T'es le deuxième invité de ce format. Très ravi d'être là. Voilà. Qui a Vraiment. désormais un nom qui s'appelle la thérapie culturelle. Eh ben, c'est tout ce dont j'ai besoin. Voilà. C'est vraiment, j'ai besoin d'une thérapie culturelle. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si tu te rappelles du premier film que t'as vu ou pas. Ouais, mais ça se bat un petit peu dans mes souvenirs entre l'histoire sans fin, Ouais. à l'école, en maternelle. Pendant la sieste, on dormait pas. Et je crois que dans une salle, ils nous avaient installé une télé, ils nous avaient mis l'histoire sans fin. Je crois que c'est... Après, c'est pas forcément le premier film que j'ai vu, mais c'est le premier souvenir clair que j'ai de regarder un film et de me dire « Waouh, c'est fantastique ». Et c'est pour ça que c'est l'un de mes films doudou, parce que vraiment, je pense que je l'ai vu à la maternelle et que c'est le premier souvenir cinéma fort que j'ai. Ouais, c'est ce film où il y a cette espèce de Artax. scène avec le... Oui. Ouais, à Cartax. Très traumatisant, ce truc-là. C'est Encore très- aujourd'hui. Ouais, franchement, ouais. tu le regardes, t'as toujours ce truc de « Mais non, Artax !» C'est sûr que ouais, en tant qu'enfant, ça te forge bien, là. Tu Ouais. dis, bon, allez, Non, mais bon, c'est spectaculaire pour un gamin. En fait, tu regardes un film qui est un truc un peu héroïque fantasy, un peu machin, et t'es dans un autre univers, et quand tu te prends ça en maternelle, donc j'avais, je sais pas, peut-être 3-4 ans, tu te dis ouais, et pour m'en souvenir encore aujourd'hui très clairement, parce que je me rappelle très clairement qu'on était dans une salle où on faisait la sieste, et ils nous avaient mis la télé et tout, et je m'en rappelle totalement, tu vois. Donc vraie claque. À l'école, tu regardais quoi comme film? Je sais que t'as beaucoup de... Je sais que tes références en termes d'animé, on est sur du Dragon Ball. Sur le cinéma à cette époque-là, vraiment, à l'école primaire, t'étais sur quoi? Bah, à l'école primaire, je m'en rappelle qu'on était beaucoup, dans les années 90 déjà, on était beaucoup sur les comédies. Hein. Franchement, moi je me rappelle très bien d'un pote qui revient en cours qui s'appelle Elric. Pense à lui. Elric qui revient du cinéma et il arrive et il nous dit les gars, j'ai vu The Mask au cinéma, c'est incroyable. Et j'ai fait, mais on savait pas qui était Jim Carrey, ni rien du tout, tu vois, c'est dans ses premiers films. Et j'ai fait, ah putain, on peut peut-être aller voir The Mask au cinéma, voir ce que ça donne. Et je suis allé voir The Mask et j'ai fait, mais c'est extraordinaire, c'est quoi ces films-là? Et j'ai ces souvenirs-là de films très années 90 qu'on se partageait dans la cour d'école et tout, plus les films qu'on était obligés d'aller voir avec l'école, donc Microcosmos, Himalaya, l'enfance d'un chef, tu vois, où on avait des sorties culturelles, où on allait voir des docus plus que des films. Mais sinon, en consommation, c'était vraiment au collège ou à l'école, c'était vraiment soit les locations en vidéoclub le week-end, ou soit le cinéma qu'on allait se faire le week-end après des conseils de potes dans la cour où on échangeait putain t'as vu Food Irene, t'as vu The Mask, c'était beaucoup des comédies je pense. Bah, sur l'école primaire c'est quand même assez c'est pas banal pour le coup. Ouais bah parce qu'on est après quand t'es gamin t'aimes rigoler, t'aimes non mais on aurait pu facilement tabler sur de l'animation encore une fois. Oui. Années 90 t'aurais pu me citer les Disney, t'aurais pu me citer oui alors putain oui je passe à côté mais oui forcément on bouffe tous les Disney en vidéoclub et tout et les animés à la télé les Dragon Ball Z, les Nicky Larson, etc., qu'on se mange avec le Club Dorothée. Mais quand on parle de cinéma, on allait vraiment voir les films qu'on s'échangeait dans la cour, quoi, en se disant il faut que tu ailles voir ça, c'est génial, c'est trop drôle et tout. Bah après The Mask, ça m'étonne pas, puisqu'il y a vraiment cette référence à Tex Avery, tout ça. On est sur un truc très cartoonesque et ça a plu à tous les enfants. Moi, le premier, c'est vrai que pour le coup... D'ailleurs, je me suis procuré récemment un joli steelbook de Ah ouais, ça The Mask, encore, là, ils font des éditions. C'est un joli Blu-ray, ouais. Donc, Mais tu sais que en vrai, nous, enfants des années 90, on a grandi avec la télé, donc avec le Club Dorothée, et avec la télé en boucle. C'est-à-dire que moi, je me levais le matin, je me rappelle très bien, à 6h du mat', et je regardais la télé, tous les dessins animés, dès qu'il y avait la tranche dessins animés qui commençait, les séries, dessins animés, je me levais pour regarder ça. Donc mes parents, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fout lui devant la télé à 6h du matin? Alors qu'eux, ils dormaient encore. Et ben en fait, on est des enfants de la télé, en vrai, pour de vrai, les années 90. Tous ceux de ma génération, on a grandi avec que la télé et à regarder absolument tout ce qui passe. Moi, je sais que je suis passé juste après, effectivement, juste après toi, du coup. Ouais.
Parce que je crois qu'on a peut-être 10 ans de différence. Ouais, je pense, ouais. Ouais, moi j'ai 31 ans. Ça se voit pas de ouf, hein. Non, mais pour le coup, c'est vrai. Mais donc, j'ai encore eu cette transition-là. Et, bon, en plus, j'ai pas grandi avec un ordinateur. Je me suis acheté un ordinateur à genre 18 ans. Ah ouais, mais là, l'ordinateur, moi, c'est encore plus tard. Ah oui, alors toi, c'est vraiment... Ouais. C'était un truc qui faisait des bruits bizarres. Ah ouais. Moi aussi, c'était un truc pour jouer à Prince of Persia voilà. En exé. C'est tout ce... Je me rappelle, le premier ordi que j'ai vu, c'est ça, quoi. Ouais, du coup, c'est vrai que pour le coup, on est peut-être les dernières générations à de télé. Regarder la télévision. Le matin, il y avait des rendez-vous, quoi. Ouais, grave. Et moi, ça me fascine, la nouvelle génération qui a pas du tout grandi avec ça, tu vois. T'étais obligé d'aller consommer à l'heure précise du programme, tu vois. Ça, c'était cool. Ouais, il y avait un rendez-vous où ça te permettait de dire, tiens, le samedi matin. C'est très simple, c'était toute la matinée, il y avait de quoi consommer, jusqu'à 10-11 heures. 11 heures, après ça passait pour les émissions pour les vieux ou le téléachat, et tu te disais, putain, c'est bon, il n'y a plus rien à la télé. Ou d'Eric, ou. Ouais, c'est ça, tout à fait. Du coup, on va passer un peu au collège. Ouais. Déjà, est-ce que tu allais souvent au cinéma au collège ? Alors, moi, je pense qu'à l'époque. Alors, déjà, il y a une histoire que j'ai pas racontée, mais moi, j'allais au cinéma depuis tout petit. Pour la simple et bonne raison que ma mère. N'avait pas de sous et avait pas de quoi payer une nounou ni rien du tout. Donc cette technique, ça il faut vraiment, je trouve ça fascinant. Je l'ai mis dans ma BD que j'avais fait une BD. Et en fait, sa technique, quand elle allait faire les courses au lieu de payer une nounou, elle me mettait dans une salle de cinéma et je restais 2 séances. Et il disait rien à l'époque, il s'en foutait, tu restais. Le mec il venait entre 2 séances, il disait mais qu'est-ce que vous faites là? Et je fais il y a ma maman, elle m'a laissé, et il me laissait, j'avais 7 ans, 6 ans. Et j'ai le souvenir d'aller beaucoup au cinéma comme ça, comme garderie, tu vois. Donc je me suis tapé Robocop 3 2 fois, je me suis tapé La Petite Sirène, je m'en rappelle, 2 fois de suite. Je me suis tapé plein de films 2 fois de suite à chaque fois, tu vois. Donc là, c'est pas pour rien que j'adore ça aujourd'hui. Je pense que ça c'est né là. Et après, plus tard, au collège et tout, c'était surtout les vidéoclubs. Plus que le cinéma. J'allais de temps en temps au cinéma quand il y avait des gros trucs que tu voulais voir. Mais le truc, c'est que, je te dis la vérité, on attendait souvent très longtemps que ça sorte dans le vidéoclub, quoi. Ouais, parce que, oui, effectivement. Mais pareil, il y avait peut-être cet aspect un peu de rareté. Ouais. C'est-à-dire, tiens, le film, il est là, il faut se bouger pour aller le chercher. Et t'es obligé de le regarder. Vraiment, aujourd'hui, je scrolle 2 heures sur Netflix ou sur n'importe quoi, et je lance un film, je fais non, en fait, pas ouf, et après j'arrête et tout. Là-bas, tu louais, t'avais payé, tu le regardes. Donc ça, c'était incroyable. Et je me rappelle que j'étais dans un foyer et tout, et on louait toutes les semaines, on avait le droit à louer un film. Et chacun son tour choisissait le film. D'accord. Et donc, j'ai consommé comme ça beaucoup. Et tu choisissais quoi, toi, du coup ? C'est là que j'ai découvert un peu tous ces films-là. Ah oui, les Princes de la Ville, 187 Code Meurtre, Menace to Society, puisque j'étais un petit peu rebelle, j'étais un petit peu Kaira. Donc j'avais envie d'un peu de violence, un peu de machin, et c'est vraiment au collège et tout que je commence à découvrir un peu ces films un peu sociaux, que je verrai de manière sociologique plus tard. Parce que quand je le regarde, je suis là, oh ouais, trop bien, il y a des gangs, ça se tape et tout. Mais quand je les redécouvre plus vieux, je me dis, ah oui, enfin, il y a quand même une dimension sociologique qui est incroyable. Tu vois, c'est marrant parce que moi, quand tu me parles de ces films-là, et que tu me les cites comme tes références, là tu vas me parler de gangs et de violence et de ce qui va t'attirer. Mais moi, bizarrement, connaissant un peu ton histoire, ce qui va me faire tilter un peu, c'est de se dire, tiens, les films qui me citent, c'est des sites où il y a, enfin des films où il y a un certain sens de la fraternité, du groupe, bien sûr. De la famille. Tu vois, et je me dis, ça vient peut-être pas de nulle part, ce truc-là, de se dire pourquoi les films qui sont dans ces références, on va tourner autour de ce... Moi, je ne voyais pas ça comme un gang, justement, mais plus comme une fraternité, tu vois. Mais en fait, un groupe d'amis, quoi. C'est pour ça que je te dis qu'il y a le décalage de ma vision d'ado un peu rebelle, un peu perdu et tout, et ma vision plus tard où je me dis oui putain, en fait ils sont profonds, il y a beaucoup de fraternité, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de, enfin c'est profond comme film en vrai, toutes ces références que j'ai. Et à côté de ça évidemment je regardais des comédies, des machins et tout, mais ces films là ils m'ont marqué parce que j'avais l'impression un peu de vivre ce qu'ils vivaient alors que j'étais à 40 000 lieues dans ma campagne lyonnaise de vivre ça, tu vois. Mais quand même je trouvais un rapprochement avec moi. Et j'avais besoin un petit peu de ce truc un peu rebelle, un peu de Kaira et tout. Alors tu comprends plus tard que ça ne sert à rien, évidemment. Mais à l'époque, j'en avais besoin et ça me parlait beaucoup. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait partie de mes films cultes. Mais parce que j'ai eu la chance adulte de les redécouvrir et d'y voir quelque chose de plus que de la violence ou machin. C'est comme quand tu regardes Scarface, t'es jeune, tu fais oh là là, Tony Montana, trop fort et tout. Et tu vieillis, tu fais non, Tony Montana, c'est un bouffon. Il a brûlé la vie et à la fin, il se retrouve mort. Donc voilà, mais il y a quand même ce truc où t'as pas le recul. D'ailleurs, c'est pour ça que ce procès qu'on fait des fois aux
aux jeunes et tout, de dire non mais arrêtez de glorifier Tony Montana. En fait, on est incapable d'arrêter de le glorifier quand on est petit. Quand on est jeune, quand on n'a pas vécu, tu te dis bah oui, c'est un modèle de réussite, même s'il finit mal, au moins il a réussi quelque chose, tu vois. Mais quand tu vieillis, tu fais non, Tony Montana c'est un débile, un débile malin, un débile violent, mais c'est un débile à la fin, il finit très mal quoi. Et je trouve ça un peu snob vraiment ce truc de se dire vous êtes des bouffons, vous avez rien compris à Scarface. Bah non, on a compris mec, mais c'est juste que plus tard. Déjà on a compris plus tard, mais c'est juste que c'est un peu impressionnant de voir quelqu'un qui part de rien et qui réussit quoi, c'est tout. Bah, tu vois là on va parler des Princes de la Ville un petit peu. Ouais. Et du coup je l'ai revu très très récemment pour cette vidéo-là. Exactement. Et il faut que les gens le voient, hein, vraiment. Bien sûr, évidemment. Mais tu vois, ce qui m'a le plus marqué dans le film, en dehors des histoires de gang, c'est plus vraiment le destin de ces 3 personnages. Et il y avait plein de trucs que j'avais complètement oubliés. Mais c'est une fresque. La tournure des trucs, ouais. Et je me dis, en fait, c'est ça qui est marquant dans le film. C'est vraiment la relation entre les personnages, ce qu'ils deviennent, comment ils se retrouvent quand ils se retrouvent, ce que certains ont compris, d'autres non, tu vois. Le final du film aurait pu être hyper marquant comme Scarface par exemple, et au contraire je me dis putain c'est vrai qu'il termine comme ça le film et c'est incroyable tu vois de se dire le film se termine de cette manière-là avec cette discussion-là à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est fascinant ce film. Pour moi ce film il est tellement complet partout et il y a 3 films. Tu vois, il y a ton début où t'es dans un truc où tu dis waouh, ça va être gang et tout. Il y a la deuxième partie un peu plus, je vais pas spoiler, hein, mais il y a la deuxième partie où un peu plus tu vois que ce qu'ils ont fait dans leur jeunesse a un peu des effets sur leur vie d'adulte. 3 parcours complètement différents, la prison, le flic et l'artiste. Et après, à la fin, tout ça se regroupe et fait un bouquet, mais incroyable. Et pour moi, c'est 3 heures, mais c'est 3 heures que je vois pas passer. Et que je te dis, je regarde une fois par trimestre, hein, vraiment, une fois tous les 3 mois, je le remets, et je les vois pas passer, et je trouve que c'est fascinant. Il y a tout dans ce film, pour moi, c'est tellement complet, beau, grandiose, c'est du cinéma, quoi. C'est de la vie à l'écran, et de la vraie vie que tu suis du début jusqu'à la fin. Il y a rien qui manque, tu vois. En vrai, dans Les Princes de la Ville, les acteurs sont bons, sauf un. Oui, c'est Miklo. Miklo ne sait pas jouer. Miklo, c'est Ken dans Street Fighter. C'est Ken dans Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Et le mec ne sait pas jouer, il en fait trop. Quand il parle, il est comme ça, il est trop. Et Bernard Gabet, qui le double en français, il arrive à l'atténuer. Il arrive à lui donner un verbe plus calme, même quand il part dans les excès, c'est cool. Et pour moi, je lui avais dit, parce que j'avais fait une émission avec lui, Bernard Gabet, je lui ai dit, tu as sauvé la VF, tu as sauvé cet acteur. Tu l'as sorti de sa merde où il en fait trop, et tu l'as fait souffler, tu lui as mis des temps et tout, qu'il a pas dans la VO, tu vois. Même si je l'ai vu en VO plusieurs fois aussi. Puis c'est bizarre que tu le vois, alors il est métis du coup dans le film, mais comme il est blanc et qu'il va aller chercher ses fins de phrases en espagnol, c'est en plus tout récemment, moi je suis allé voir le dernier Avatar. J'ai fait, mais c'est Spider en fait, tu vois, c'est le petit blanc qui est autour des navis, tu sais, il essaye vraiment de se mettre dans le groupe là, mais. Là, j'ai pas vu encore, mais non, mais oui, c'est clair, il en fait beaucoup trop. Et après, il y avait peut-être des traces dans le scénario et il a peut-être été mal dirigé sur certains trucs et tout, mais bon, non, en vrai, non, parce que Taylor Hafford, c'est un génie. C'est juste qu'il est nul, Damien Chapa, c'est un très mauvais acteur. Il devait surtout paraître crédible en tant qu'hispanique, au milieu de tous les hispaniques, tu vois, ça paraissait. Mais c'est pas pour... En fait, des fois, il y a pas de hasard, il y a des acteurs qui font pas de grande carrière. Lui, après, le seul truc où je me souviens, c'est vraiment Street Fighter, quoi. C'est tout, où il fait un Ken dégueulasse aussi, tu vois. Et on a, du coup, j'oublie son nom à chaque fois, l'acteur qui joue dans Demolition Man. Benjamin Bratt. Qui est extraordinaire aussi, je trouve. Alors, lui, charisme. Mais lui, c'est pareil, je trouve ça bizarre qu'on l'ait pas plus vu. On l'a vu quand même dans des trucs. On l'a vu quand même, plus que les autres, mais Benjamin Bratt, c'est un acteur exceptionnel. Parce que bon, dans Demolition Man, il a un personnage quand même qui est vraiment à l'opposé de celui-ci. Et qui fonctionne aussi très bien. C'est bizarre parce que moi, cet acteur-là, je l'ai découvert avec Demolition Man. Mais il est tout gentil. C'est ça. Pour moi, cet acteur, c'est le gars de Demolition Man tout sympa, tu vois. Et tout. Et quand tu le vois là, tu fais putain, mais en fait, c'est ces rôles-là qu'il lui faut, quoi. Tu vois. Mais il a fait plein d'autres trucs comme ça, un peu. Lui, ça va, c'est celui qui a eu. Alors, il n'a pas eu une carrière immense, mais quand même, il a eu une carrière cool quand même. Puis une sacrée gueule, tu te dis. Puis même dans le film, toute son évolution, tu te dis, il fonctionne, il est crédible dans tous les rôles, quoi. Mais l'autre, c'est Jess Borrego qui est un grand acteur pour moi et qui a pas eu de carrière méritée. Je crois que c'est Colombiana, le dernier truc où on l'a vu. C'est bien. J'ai envie de te demander, je vais rester centré sur le cinéma, mais est-ce que le cinéma t'a aidé à forger des relations, à faire des rencontres ? Est-ce que t'as des souvenirs de cinéma qui sont liés à des amitiés ou à des personnes en particulier ? Alors plus sur internet aujourd'hui avec les rencontres que je peux faire comme avec toi et on se parle de temps en temps ou d'autres créateurs comme Mea ou La Grotte Chaude ou enfin là des fois j'arrive à parler à des créateurs plus maintenant
en partageant notre passion, ou telle la forme de clic à l'époque, plus en partageant notre passion maintenant. Mais à l'époque, c'était surtout mes potes, quoi. On kiffait aller au cinéma ensemble, on kiffait louer des films et les regarder chez moi. J'ai mon ami d'enfance, Laurent, avec qui on a regardé The Rock, mais une quarantaine de fois. Une quarantaine de fois, vraiment, on avait ce rendez-vous, on regardait Rock tout le temps et on kiffait. On va dire quand même ça a forgé des amitiés existantes, quoi. Ouais, ça a créé des ça a souvenirs. renforcé, ça a créé des souvenirs dans les amitiés existantes, mais ça m'a pas ramené de nouvelles. Ok. Comme je t'ai dit, aujourd'hui avec Internet un peu plus, tu vois. Ouais. Plus de connaissances, et c'est pour ça que t'es là aujourd'hui. C'est plus, venez, on parle de la même passion, et ça vient avec Internet et les forums, les machins, où les gens se sont rencontrés grâce à des films, tu vois. Ah si, les tenants de vidéoclub. C'est le seul truc où moi j'avais un vidéoclub avec un gars qui s'appelait Richard, qui était un cocaïnomane de malade. Pardon, merde, pour YouTube c'est pas ouf. Oh. Qui prenait des substances et qui nous louait des films de ouf. Et on était, je sais pas, j'avais 14 ans, 15 ans, tu vois. Et il nous louait des films de malade. Il avait une cinéphilie très mec de teuf, quoi. Tu vois, il y avait du Gaspard Noé, il y avait des trucs comme ça. Et il nous louait, je me rappelle qu'il m'avait loué Irréversible. Je fais, mes frères, j'avais pas envie de voir ça, moi. Ah oui, non. Et tu prenais ça, tu regardais ça, j'avais 15 ans, je fais, ouais, d'accord. Mais après, il y avait des échanges quand on allait au vidéoclub et qu'on parlait avec lui. Et qu'on était tout le temps bien reçus et que c'était en mode, tu vois, c'est ça, les seuls échanges peut-être, c'est au vidéoclub avec les gens. Et aussi ce truc de, il y a un autre vidéoclub qui était à côté de chez moi à Lyon, où en fait quand tu rendais pas la cassette, t'avais des pénalités. Et une fois j'avais oublié Hit, mais pendant très très longtemps. J'avais oublié et un jour, au bout de 3 semaines ou un mois, je fais, oh merde, j'ai pas rendu Hit. En fait si tu la rends, tu payes je sais pas combien. Ouais. Et ma solution c'était de dire, j'ai pas de thune, donc je vais jamais lui rendre. Donc je ne passais plus devant le vidéoclub. Ah oui, du coup, je faisais un tour de ouf dans mon quartier pour pas passer devant le vidéoclub. Et je me disais, mais non, mais si je rends maintenant, il va me demander 500 balles, c'est pas possible. Et donc j'avais loué Hit et j'ai volé Hit, quoi, clairement. Ouais, du coup. C'est pas le pire film qu'on puisse voler. Hein. Ça va, pour le coup. Est-ce que tu pourrais me dire s'il y a une œuvre qui t'a fait changer ta vision des choses ? Ça peut être sur un sujet précis ou ça peut être globalement dans ta vision ta façon de voir la vie. Ou... Je fais une réponse très philosophique et tout, mais je pense qu'un peu toutes m'ont fait changer la vision des choses. Hein. Je pense que je me suis ouvert grâce au cinéma. Je pense que j'ai découvert des gens, des modes de vie, des acteurs, des pays, des machins. Je pense que toute ma cinéphilie m'a ouvert au monde, hein, vraiment. Sans ça, franchement, moi je viens de Lyon, dans un quartier, il n'y avait pas trop d'ouverture au monde, et j'ai eu cette fenêtre du cinéma pour m'ouvrir à tout, quoi. Donc il n'y a pas une œuvre en particulier, il y a des œuvres qui me marquent parce que je les ai vues à un certain moment où j'en avais besoin, peut-être, tu vois. Mais il n'y a pas une œuvre spécifique qui m'a fait changer mon point de vue sur le monde. Je pense que c'est un peu toutes qui emmène un peu son grain de sel et qui me fait me dire, putain, c'est incroyable la diversité de ce monde et les gens, les films et tout. Après, il y a des films oui, il y a des films de motivation où tu te dis... Mais les films de motivation, en vrai, j'ai toujours ce truc de me dire... je sais pas, tu regardes Will Hunting, à la fin, t'as envie de changer le monde, tu te dis, putain, mais moi aussi, je veux être intelligent, machin. Mais en vrai, c'est quand tu finis un film, après que le générique soit passé pendant... par exemple, je prends un exemple tout pourri, hein, Power Rangers, le film. Tu finis, t'as l'impression d'être Power Rangers, c'est d'être un Power Rangers, t'as envie de faire du karaté quand tu regardes un Jackie Chan, mais ça dure 20 minutes, 30 minutes. Après tu reviens, tu fais non, ma vie elle est un peu nulle. Hein. Donc voilà, donc oui, non, j'ai pas un truc qui me change vraiment ma vie, mais un peu toute la cinéphilie fait que je m'ouvre à tout, quoi. Ça m'a ouvert à absolument tout. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé devant un personnage de fiction en te disant, putain, mais lui, c'est moi, quoi. Mais pas en te disant, je veux être cette personne, en te disant vraiment, ah ouais. Putain, mais c'est moi, quoi. Putain, j'aurais préparé un petit peu, mais ouais, il y a plein de films où je me suis dit, mais attends, ils sont en train de raconter ma vie, là, c'est quoi ce délire ? Ok. Il y a plein de trucs, mais il y a plein de trucs un peu philosophiques aussi, tu vois, par exemple, je te parlais de l'Histoire sans fin. Mais à l'Histoire sans fin, des fois, Bastien, Balthazar Bucks, des fois, je me dis, mais c'est moi, en fait. Tu vois, pas Atreyu, hein, Bastien. Bastien, je me disais, c'est un peu moi, quoi, ce truc de mélancolie, il a perdu sa mère, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où je me suis dit, mais il y a plein d'autres films, hein, il y a peut-être plein d'autres films où je me suis souvent dit ça, et ça résonne en toi en disant, oh, putain, c'est tellement ça. Alors moi, il y a très peu de films qui ont ma vie, mais c'est pour ça que j'essaie d'en faire un film, ma vie, mais quand même, il y a plein de trucs où tu te raccroches au personnage en te disant, waouh. T'imagines la réponse de mec incroyablement imbu de sa personne.
Si, ouais, quand je regarde Mission Impossible, quand je vois Tom Cruise, oui, effectivement, je me suis dit, c'est moi, ouais. Non. Non, j'ai des réponses plus... Tu prends l'avion pareil, quoi. Tu t'accroches sur l'aile, évidemment. Je crois que je vais me mettre trop. C'est quoi ta séance de cinéma la plus mémorable? Alors, je vais te citer un truc qui est pas forcément mémorable, mais qui... je m'en rappelle, donc c'est mémorable, dans tous les cas, par définition. Mais c'est pas forcément la plus grande claque que j'ai pris. Mais quand même, il s'est passé un truc dans cette séance. En fait, il faut savoir que j'aime bien Peter Pan. Depuis petit, donc depuis Hook, évidemment. C'est Hook qui a un peu ouvert mon amour pour Peter Pan, pour l'œuvre de Peter Pan, pour Barry et tout, etc. Et donc moi, et même le Disney et tout. Donc j'adore Peter Pan depuis petit. Et Hook, ça a fini par sceller le truc en disant, mais wow, Peter Pan, quoi. Et je m'identifie à lui, d'ailleurs. Et donc je regarde, je vois dans les années, je sais plus quelle époque il est sorti, tu mettras. Je vois Neverland qui sort avec pas Hook, hein. Peter Pan, oui. On est longtemps après, je suis un peu plus adulte. Okay. Et il y a Neverland qui sort. Neverland, c'est avec Johnny Depp et Kate Winslet, et qui raconte l'histoire de l'écrivain James Murray Barrie, qui a écrit Peter Pan. Et je vais voir ce film en me disant, je kiffe Peter Pan. C'est tout ce que je me dis. Je me dis, je kiffe Peter Pan, il y a Johnny Depp, il y a Kate Winslet, allons-y. Voilà, tu vois, je veux juste savoir comment il a écrit Peter Pan. Allez, vas-y. Au pire, voilà, je saurais comment il a écrit Peter Pan, mais c'est pas un film, c'est un film d'époque. Moi, les films d'époque font me traîner un peu des fois. Je me dis, bon, bah vas-y, je vais regarder ça. Voilà. Je me pose dans le cinéma, on n'est pas beaucoup. La séance se fait, je regarde le film, je fais, pas mal, bien. Puis là, il y a un truc, je sais pas si tu l'as vu, Neverland, mais il y a un côté très, très dur. Très dur. Et je fais, putain, il est en train de me choper le film. Et le film, petit à petit, me chope, et la fin. Pas la fin, il y a un passage, en fait, quand Johnny Depp ramène Peter Pan dans le salon de Kate Winslet qui est malade, et qui lui rejoue Peter Pan parce qu'elle n'a pas pu aller le voir au théâtre. Et là, cette scène, je te jure que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive au cinéma. J'avais une veste qui était posée à côté de moi, et je pleure, mais toutes les larmes de mon cœur. Je te jure, de mon corps d'ailleurs. Je me suis bien dit aussi. Et je pleure, mais vraiment, et j'ai pris ma veste, et j'ai fait pour pas qu'on m'entende, parce qu'il y avait du monde, tu vois. Et j'ai pleuré, mais de malade. Et le film m'a cueilli, alors que je m'attendais pas, et c'est souvent ça, c'est pour ça que c'est extraordinaire le cinéma. Et moi j'adore pleurer au cinéma, je pleure pas trop dans la vie, mais au cinéma, c'est quand un film me fait pleurer, il a réussi sa mission. Et là, il me fait pas pleurer, il me fait vraiment me vider de tout l'eau de mon corps. Et je fais, mais c'est quoi ce délire? La scène passe, il y a la fin, où il se retrouve sur le banc avec le gamin, et là pareil, sur le banc, pareil, je pleure, je prends mon truc et tout. Et en plus, j'allais pas particulièrement mal, hein, vraiment, c'était une période de ma vie où c'était cool, quoi, je travaillais, j'avais une vie totalement normale. Et parce que ça peut résonner des fois quand t'es pas bien, tu vois, mais j'étais bien, tu vois. Et là, je sors de la séance et je fais waouh. Ah ouais, le cinéma, ça peut faire ça, tu vois. Et alors, le cinéma avait déjà fait beaucoup de choses avant, mais c'est la première fois qu'il vient me cueillir comme ça et qu'il me fait pleurer, mais vraiment, c'est le film où j'ai le plus pleuré de ma vie, tu vois. Et j'ai pleuré dans des films. Hein. Je t'ai dit, j'adore pleurer dans des films. Moi, si un film me fait pleurer, chef-d'œuvre. C'est simple. S'il arrive à me choper et me faire pleurer, c'est un chef-d'œuvre. C'est tout. Et ben après, je pleure pas aussi dans Hook, hein, tu vois. Mais parce que c'est plutôt la nostalgie qui me fait pleurer plutôt que le film. Mais ouais, Neverland, c'est une séance mémorable. Je sors du cinéma en larmes, les yeux rouges et tout. Je fais, ah ouais, d'accord. Le cinéma, ça fait ça. Voilà, c'est vraiment le plus mémorable. Et la ligne verte à l'époque aussi. Mais ça, c'est un peu cheat code, ça. C'est vraiment... La ligne verte, c'est le cheat code des films qui font pleurer. Oui, c'est vraiment, t'es obligé de pleurer, en fait. C'est trop gros pour pas pleurer. Mais Neverland, tu te dis pas que tu pleures, tu vois. Bah, c'est rigolo parce que tu me dis, ouais, tout va bien à ce moment-là, tout ça, mais... Pour moi, c'est obligatoire que ça résonne avec quelque chose. Après, du coup, tu pourras peut-être pas y mettre des mots ou un souvenir. Bah, je te jure que mais dans ton je m'analyse facilement. Bah, quelque part, peut-être qu'il y a un truc qui s'est débloqué et que tu t'es dit, c'est maintenant, quoi. Peut-être, mais franchement, à l'époque, ça allait bien, quoi. Je travaillais, j'avais toute ma famille, tout allait bien, j'avais pas vécu de deuil ni rien du tout. Et j'ai ce truc qui est sorti de nulle part, quoi. Je fais, waouh! Et après, parce que je sais pas, parce que j'étais dedans à fond en fait. Et en fait, je pense que c'est aussi la surprise de me dire, je vais voir un film d'époque, j'aime pas les films d'époque, mais c'est Peter Pan, donc j'y vais, et je me suis fait cueillir où je m'attendais pas. Tu sais, comme je t'ai dit, Ligne verte et tout, c'est cool, j'adore ce film, mais c'est un cheat code. Tu sais que tu vas pleurer. Franchement, t'as juste pas de cœur si tu pleures pas à la fin, tu vois. Là, c'est plus compliqué, c'est plus nuancé, tu vois. Tu peux regarder le film en étant touché, mais pas forcément pleurer ces tonnes de larmes, tu vois. C'est intéressant de pleurer devant un film, et c'est normal. Mais en même temps, je trouve que, effectivement, quand tu pleures devant un film, c'est que ça te permet
et on en revient sur l'idée de ce qu'est le cinéma, ça te permet aussi de te décharger de plein de trucs. Oui, bien sûr. Ah ben, moi, je m'en sers pour ça. C'est une occasion, tu vois, de je dire... m'en sers tellement pour ça, comme dans la vie. Je suis pas très pleureur. Les émotions fortes, même dans la vie, ce que je vis et tout. J'ai vécu tellement de trucs très durs que je me dis le reste c'est pas très grave. Mais le cinéma ça me permet d'évacuer totalement et j'ai pas honte de le dire, tu vois, il y a plein de gens, non j'ai pleuré. Mais non, bah ouais, t'as pleuré devant un film, ça sert à ça en fait. Décharge-toi, t'as pas forcément l'occasion de pleurer dans ta vie, mais devant un film, moi quand je pleure, et je peux te citer les films où j'ai pleuré quoi, tu vois, il y a tellement de films, sans parler des cheat codes. Je veux pas parler quand il y a des grosses ficelles, ça m'énerve et puis il y a des films qui sont là pour tirer les larmes et ça marche pas sur moi. Il y a plein de trucs où je me suis dit non mais abusez pas les frères, c'est bon, mais ils mettent des violons, ils mettent des grosses scènes et tu te dis pleure là, non je vais pas pleurer là, non, je pleure si ton film me fait pleurer, c'est tout, tu vois. Il y a des trucs, par exemple, il y a aussi un gros choc, mais ça c'était plutôt en vidéo, c'est Requiem for a Dream. Oui. Requiem for a Dream, ça pareil, ça vient te cueillir où tu t'y attends pas. Mais après il est fort, le mec de Requiem for a Dream là. Aronofsky, ouais. Ouais, il est fort des fois, lui. Il vient nous cueillir et tout. Et tu vois, quand ça se fait naturellement, ok, je suis volontiers pleureur. Mais quand on vient de tirer les larmes et tout, vous faire foutre. Je pleure si je veux. Il y a plein de films où tu te dis, non, mais allez là, je vois bien que c'est triste. Non, ça me fait rien. Pourtant, The Whale, il trouve que pour le coup, il est vraiment. The Whale, il est accueilli là, à un moment, quand il est devant l'ordi et tout, là. Je fais, waouh. Alors que paradoxalement, je trouve qu'il est dans cette catégorie de film qui vient tirer un peu quand même, tu vois. Je sais pas, moi, il a réussi à m'avoir sans. Après, ça fonctionne, ouais, du coup. Sans que je vois les grosses ficelles. Tu vois, par exemple, j'adore les films sur. C'est bizarre de dire ça. Sur les oppressions qu'ont pu subir les Noirs américains et tout. Tous les films de Spike Lee, les machins et tout. Ouais. Et les films, tu vois, où le noir se révolte et arrive à aller au-dessus de sa condition. Mais par exemple, 12 Years Slave, ça a tellement pas marché sur moi. Ouais, c'est vrai. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils essaient de me faire là? Tu vois, ça a pas marché. Alors qu'il y a des films beaucoup plus subtils qui me font chialer, tu vois. Est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a permis de traverser une période difficile? Une œuvre ou des œuvres d'ailleurs? Je vais encore te faire une réponse de con, mais beaucoup, hein. J'ai beaucoup de trucs. Mais c'est beaucoup de trucs accumulés, je sais pas, j'ai pas de trucs précis. Mais je sais pas, on parlait de Hook tout à l'heure. Hook, par exemple, ça m'a permis de... Ouais, en fait, c'est tous mes films doudou qui me permettent de passer des périodes difficiles. Je sais que quand je vais pas bien et que ça arrive, et ben je me mets un film doudou et je te jure que ça me fait du bien. Ça me ramène à une époque. Je peux mettre Hook, je peux mettre L'Histoire sans fin. Je peux mettre plein de films comme ça, doudou, qui me font du bien et qui m'aident à traverser des périodes difficiles et qui m'aident à aller mieux et à me dire la vie est belle, tu vois. Mais il n'y a pas un truc précis, tu vois. Je pense que je vais cibler surtout le cinéma des années 90 et même le plus médiocre. Par exemple, je peux regarder des trucs comme Shazam, que personne connaît, avec Shaquille O'Neal, où je me dis, là, c'est tellement doudou, c'est tellement mon enfance. Il y a plein de... Ouais, Money Train... Karate Kid, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qui me font beaucoup de bien, mais vraiment. Ouais. Et je peux les regarder quand je vais pas bien et je me dis, ah ouais, putain, ça me ramène tellement à une belle époque, à un beau truc que ça va. Bah, t'as une bonne réponse du coup, ça va? Ouais, mais il n'y a pas de film précis en fait, c'est ça, je suis désolé. Bah, généralement, il y a des gens qui vont avoir des fois une œuvre qui va être... moi, par exemple, tu vois, quand j'étais ado, que ça allait pas trop bien, je me relançais Two Friends, tu vois, en entier. En fait, il y avait ce côté, pareil, tu vois... groupe d'amis. Jean-Claude Van Damme, c'est tout ce que je retiens. Je retiens que dans Friends, il y a Jean-Claude Van Damme. C'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. Il jouait quoi déjà? Bah, Jean-Claude Van Damme. Il jouait Jean-Claude Van Damme. Ok. Ouais. Non, j'avais adoré. Non, mais en fait, Friends, moi, par exemple, je sais qu'il y en a qui sont très fans, donc comme toi, apparemment. Mais moi, je regardais ça quand ça passait sur France 2, en fait. Ouais. Dès que je zappais, je voyais, je mettais, je faisais, oh, sympa l'épisode. Mais j'ai pas de truc où je regarde à fond, quoi. Mais moi, la série qui me fait ça, ou que je peux me remettre D'ailleurs, j'ai tous les DVD ici, c'est Code Quantum. Tu vois, Code Quantum, c'est pas Génération, évidemment. Mais Code Quantum, je sais que je peux regarder n'importe quand, n'importe quel épisode. Mais je prends un pied terrible. Vraiment. Ouais, c'est ton doudou, quoi. Ah ouais, c'est vraiment... Mais même, c'est vraiment bien. Je te jure que c'est vraiment bien. Je conseille vraiment à tout le monde de regarder Code Quantum une fois dans sa vie, parce que c'est vraiment ouf. Mettre autant de production, mettre autant d'écriture, c'est incroyable. Cette œuvre, elle est incroyable. Vraiment. Okay. Et tu peux lancer n'importe quel épisode. Parce que le principe, c'est qu'il saute de corps en corps, et à chaque fois, il découvre une nouvelle vie. D'accord. Donc tu peux lancer n'importe quel épisode, n'importe quand. C'est extraordinaire. Mais ça me fait un effet doudou, Code Quantum. Et la série Dinosaure aussi. Mais ça, c'est un peu moins connu. Du coup, est-ce qu'il y a un film... Alors, il n'y a jamais un film visiblement avec toi, mais est-ce qu'il y a peut-être... Des œuvres? Est-ce qu'il y a un film qui t'a fait prendre des décisions importantes? Non, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, en vrai,
l'euphorie de ce qu'un film te fait ne dure pas plus que la fin du générique et une demi-heure après, tu vois. Ok. Comme je t'ai dit, après l'accumulation de tous ces films-là et tout, mais il n'y a aucun film où je me suis sorti, je me suis dit, ok, maintenant je vais aller monter l'Himalaya parce que j'ai regardé Cliffhanger, tu vois. Ok. J'ai pas cette réflexion-là. Oui, je kiffe, oui, je peux changer ma vie en finissant le film, mais une demi-heure après, je reprends ma vie et je fais, non, ouais, tranquille, ça va aller. Non, parce que t'aurais pu te dire, tiens, c'est ce film-là qui m'a donné envie d'être comédien ou... Non, parce que c'est tous, c'est l'accumulation de tous et tout, etc. Non, par exemple, tu vois, il y a un pilote de F1 qui a voulu devenir pilote de F1 parce qu'il a vu Cars, quoi. Ouais, bah, Et aujourd'hui, les pilotes de F1. La génération qui a vu Cars peut être pilote de F1 ? Parce que pour moi, Cars, c'était avant-hier. Hein. Ah bah Cars, les pilotes de F1, ils ont 20 ans. Hein. Ah putain. Donc pour lui, c'est... Je suis tellement vieux, parce que vraiment, Cars, pour moi, c'est vraiment un film il y a pas longtemps, quoi. Et j'ai jamais vu d'ailleurs. Mais c'est vrai. Alors, je tiens à rendre hommage à mon filleul, mon petit Lenny, qui est grand maintenant, qui a 17 ans. Et je me fous de sa gueule tout le temps parce que son film préféré, c'est Cars. Et maintenant, il a 17 ans, il essaie de faire un peu le grand et tout. Et à chaque fois, je le ramène à Cars. Je fais des montages avec Cars et lui, etc. Je me fous de sa gueule. Donc, Lenny, c'est pour toi celle-là. Je le rassure, c'est un de mes films préférés aussi. Ah ouais ? Et pourtant, je suis encore jamais regardé. J'ai jamais regardé. Ah, c'est très cool. Bah après, ça, c'est très... effectivement, c'est très coloré, très, ouais, bah oui. tu vois, ça fonctionne. Non, mais après, il y a bien, des Pixar qui marchent sur moi. Hein. Ouais. Il y a plein de Pixar que j'adore, hein, vraiment. Je crois qu'il y a des Pixar où je pleure aussi, d'ailleurs. Je crois que c'est Saul, ça m'avait touché de ouf. Coco, que je trouve extraordinaire. Coco, c'est... je pense que c'est le dernier Pixar où je finis en larmes et tout. Parce que, alors, après, tu parlais de films qui m'ont parlé, de ouf. Il s'avère que Coco, ça m'a tellement touché parce que j'ai vécu quelques deuils, et dont le deuil de ma grand-mère, et qui était la personne la plus formidable au monde et qui a fait qui est la femme de ma vie. Et je regarde Coco après, mais mec, j'étais avec sa grand-mère à la fin et tout, qui chante là. Ouais, et la mort, et ce truc sur la mort, sur le deuil, sur les machins. Là, vraiment, oui, il y a des Pixar qui sont extraordinaires pour tirer les larmes là où il le faut, quand il le faut, et qui te parlent. Tu vois, tu parlais de films qui me parlent vraiment. Ouais, Coco, ça m'a parlé de ouf. J'ose même pas le revoir, tellement j'avais pris une claque en me disant ça me parle trop, quoi. C'est vraiment ce que j'ai vécu. En dehors de ça, on en revient beaucoup à la culture mexicaine aussi. Ouais, alors ça, oui, mais ça, moi, je suis un latino dans l'âme. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle John Rachid Latino. Donc, ouais, non, mais ça, j'adore, ouais. Mais c'est à cause et grâce au Prince de la Ville. Oui. Et puis, comme je te l'ai dit en off tout à l'heure, il y a ce côté aussi dans la culture mexicaine qui me rapproche de ce qu'on peut vivre, nous, les fils d'immigrés en France, tu vois. Les Mexicains d'Amérique, c'est un peu, alors sur une dimension extrêmement différente quand même, mais c'est un peu les Arabes de l'Amérique, tu vois. Donc après, il y a évidemment, c'est pas du tout la même histoire, ni la colonisation, ni rien du tout, ni l'immigration, rien du tout, mais il y a quand même ce truc qu'on peut ressortir en commun, tu vois. Ouais, ne serait-ce que par nos gueules, on a plein d'Arabes qui ressemblent à des Latinos, je suis désolé, c'est pas pour rien que dans les bars latinos, il y a plein d'Arabes qui se font passer pour des Roberto. Du coup, c'est quoi ton rapport au cinéma aujourd'hui ? Toujours un grand consommateur. Malheureusement, à cause de cette merde de téléphone portable, j'arrive à des fois à faire le débile mental qui est déconcentré par son téléphone quand le film ne me prend pas. Donc maintenant, j'ai une technique très simple. Je regarde tout le temps des films, tout le temps des séries et tout. Mais j'ai une technique très simple. Quand cette merde m'emmerde, je la prends, et tu vois, on est chez moi là. Je mets dans la cuisine mon téléphone, et je me pose là, avec mon rétroprojecteur extraordinaire, là, et je me pose et je regarde mon film avec le téléphone dans la cuisine, parce que j'ai pas envie d'être ce con qui parce qu'à un moment, il y a une longueur, je fais, attends, je vais regarder mes notifications. J'ai pas envie de faire ça. Donc quand un film, je veux vraiment le voir, là par exemple, le prochain que je veux me mater là, à fond, c'est L'Agent Secret, avec Wagner Moura. Et ben là, je sais que je vais poser mon téléphone quelque part et je vais regarder, et je consomme, mais à en crever, enfin tout le temps, des séries le soir dans mon lit, que ce soit les films là sur mon rétro, le cinéma de temps en temps, moins qu'avant, j'avoue, mais parce que j'ai le confort là chez moi, je suis bien, je mets mon rétro, je mets mon film, je suis tranquille. Donc ouais, non, mais je consomme vraiment tout le temps, quoi, les séries, je me fais des séries Netflix de temps en temps, je me suis pas fait Stranger Things, mais je me suis fait Is and Earth, qui était pas mal, et voilà, ouais, non, je consomme tout le temps. Et les films que j'ai envie de voir, je les regarde très vite. Le dernier peut-être que j'ai vu, c'est quoi ? Bah Sinners, que j'ai vu il y a pas longtemps, que j'avais kiffé. Mais je t'avoue que j'ai du mal à me reprendre des claques. Peut-être c'est la nostalgie, peut-être que je suis trop vieux, peut-être que j'analyse trop parce que aujourd'hui je fais ce métier aussi. J'ai du mal à me reprendre des énormes claques, même si ça arrive. Et la preuve, tu vois, je m'en souviens pas quand j'y réfléchis, mais ouais, Sinners, j'avais kiffé. Il y a quoi que j'ai kiffé ? Je me suis dit, ah, enfin un peu de cinéma.
Mais je te jure, moins qu'avant. Est-ce que c'est pas justement peut-être parce que tu vas moins en salle? Peut-être aussi, ouais, peut-être. Je me rappelle d'un truc où je me suis pris une vraie claque de cinéma au point d'oublier où je suis. C'est le dernier Avatar, le 2, pas le 3. Le 2, je me rappelle, tu sais, moi j'habite à Paris et je vais à Lyon de temps en temps voir ma famille et je vais chez ma mère et là-bas je suis allé au cinéma voir Avatar 2. Je me retrouve dans la salle, je suis à Pandora, trop bien, je regarde le film, je suis à fond dedans. Et là, à un moment, je suis tellement à fond dedans que je reviens dans le monde réel, j'ai vu en 3D et tout, et je reviens dans le monde réel et je me dis mais je suis où là? Et je me rappelais plus si j'étais à Lyon ou à Paris et qu'est-ce que je foutais ici dans la salle. Et là, je me suis dit waouh, James Cameron, là tu m'as bien eu là. Là tu m'as bien eu parce que j'étais dans le film quoi. J'étais à Pandora, je me rappelais plus où j'étais. C'est vrai que l'expérience de la salle c'est unique pour ça parce que si je regarde un film dans mon canapé, je suis dans mon canapé, je le sais. Ouais. Y a rien qui m'emporte ailleurs, tu vois. Et le cinéma, il peut t'emporter ailleurs et la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est Avatar 2. Mais c'est vrai qu'Avatar, ouais, c'est vrai que c'est une expérience de salle et il faut de plus en plus d'expériences de salle, mais c'est très rare qu'un film me donne envie d'aller en salle. OK. Ouais, c'est très rare. Ouais. Là, le prochain que je vais aller voir en salle, je le sais, c'est Michael Jackson. Cet été, t'as le Nolan aussi, qui est une belle expérience. Exact. Alors, ça m'intéresse un peu moins qu'un... Comment ça s'appelle? Ce film que tout le monde cite comme film préféré. Interstellar. Oui. Interstellar, parce qu'Interstellar, faut savoir que c'est... J'adore ce film. Je vais encore faire le rageux là, de vieux con. J'adore ce film, vraiment. Sauf que il y a tellement de films sur Terre que tu peux pas avoir tous les tops de la planète qui disent Interstellar, c'est le meilleur film du monde. C'est pas possible. Ouais. Il y a tellement plus riche, il y a tellement incroyable et tout. Mais il faut avouer que Interstellar, la première fois que je l'ai vu, je regarde ce film et comme un débile mental, je sors de la salle, je suis allé voir au cinéma. Je sors de la salle, je fais bon les gars, c'était cool, j'ai rien compris. J'ai absolument rien compris, je dois être débile, tout le monde a compris, tout le monde est choqué. Moi, je suis un énorme débile, alors que je pense pas être débile dans la vie. Hein. Quand je parle, on voit que j'ai quand même un minimum de réflexion. Et je sors du cinéma, je fais, c'est de la merde. J'ai pas dit ça, mais presque j'ai dit c'est de la merde. Et je fais, bon, les gars, je vois le temps qui passe, je fais, tout le monde le kiffe quand même ce film, il y a quand même un truc que je suis passé à côté, quoi. Et je me le remets, dans d'autres conditions, chez moi, tranquille, très bonnes conditions. Et je me dis, vas-y, là, concentre-toi, sois pas débile mental, essaye de comprendre ce qu'il veut dire. Et là, effectivement, quand j'ai chopé le truc, je me suis dit, waouh, quel film. C'est un grand film. C'est un grand film pour la chialade que j'avais pas eu au cinéma, je l'ai eu à la fin quand il va voir sa fille. J'ai eu tout ce truc de me dire, ok, là, j'étais passé à côté d'un énorme film. Là, ça peut arriver, ça peut arriver. Et puis moi, Nolan, j'ai tendance à penser qu'il me prend la tête. Il me prend la tête. Tu vois, Inception, pour moi, c'est plus de prise de tête que de plaisir. Hein. Vraiment. Pourtant, c'est extrêmement ludique. C'est ludique de ouf. Je l'ai compris. Donc pour le c'est plutôt Tenet qui est prise de tête. Non, mais Tenet, tu vois, c'est même pas voulu le voir. J'ai vu son concept, j'ai fait, il va te faire foutre. On comprend rien à ce que tu fais, mec. Parce qu'il tord le temps, surtout. Et Tenet, c'est le principe, c'est que ça fait une espèce de boucle, en fait, où le film commence et après. Mais tu sais que j'ai vu la bande-annonce. Il faut tout à reculons, quoi. Rien que ça, j'ai dit Nolan, tu vas me casser les couilles avec ça. Je vais pas te voir. Je n'irai pas le voir. Et Odyssey, ça a l'air plus simple, tu vois. Tu vois, ça a l'air plus simple, donc j'irai le voir et tout. Et les Batman, évidemment, qui sont incroyables. Ouais. Mais ouais, Nolan, c'est soit je passe à côté et je suis trop con, alors que je suis pas con, mais je me dis que je suis trop con pour comprendre et pour avoir envie de comprendre. Et Interstellar, je me prends une claque derrière en me disant waouh, c'est du cinéma de ouf. Bah, c'est surtout des films à voir en salle. Je sais que Oppenheimer, par exemple, c'était une vraie expérience de cinéma. Ouais, mais regarde, Interstellar, je suis allé le voir en salle, j'ai rien compris. Je suis sorti, j'ai vu tout le monde halluciner, j'ai fait, c'est plus sa mère, les gars, c'était nul. Et il y a des films comme ça, tu passes à côté, ça arrive. Ça peut arriver et que tu revois après, tu te dis, non, mais t'es passé à côté. Disons que même en dehors de ça, t'as un savoir-faire qui fait que le film en salle a une vraie plus-value par rapport à d'autres films, tu vois. Non, mais je me suis dit, de toute façon, s'il repasse en salle, je vais le voir. Ouais, et il faut, hein. Ouais. Il faut, moi, je suis à deux doigts d'aller jusqu'à Londres pour le voir en IMAX 70 mm. Ils le diffusent à Londres en IMAX. En fait, ils ont genre 3 ou 4 salles dans le monde d'IMAX 70 mm, donc c'est de l'IMAX pellicule. En VO, et tu t'en fous de. Ouais, c'est pas grave, je le connais. Tu le connais par cœur. Mais du coup, là, t'as des pellicules, elles sont 70 mm, donc elles sont énormes. C'est une expérience à refaire. Ouais. Et t'as une qualité d'image et de son qui est. En dehors du fait qu'il y ait une histoire qui soit intéressante, je trouve que dans les films de Nolan, il y a une vraie intensité visuelle. Et Oppenheimer, tu vois, par exemple, si ça avait été quelqu'un d'autre qui l'avait fait, je me serais dit, bon, c'est bien, mais sans plus. Mais comment il l'a amené visuellement et tout ça. Alors, moi, il faut savoir un truc, c'est que je déteste, mais vraiment à un point incroyable, et je sais pas pourquoi, je fais un blocage, les films de guerre. Je trouve ça. Le seul film de guerre que j'adore, c'est
de Tonnerre sur les tropiques. J'arrive pas avec les films de guerre. Sache que j'ai très honte, hein. Mais Soldat Ryan, je l'ai vu une fois dans ma vie et je m'en rappelle pas, quoi. Alors, un petit film un peu de guerre que j'aime bien, c'est Légionnaire avec Van Damme. Parce que oui, bon. il est dans la Légion. Donc je kiffe. Si, il y a un film de guerre que j'adore, c'est La Bataille d'Alger. C'est parce que ça me parle. Bien sûr, oui. Ça me parle de ouf et c'est un grand film en plus. Hein. Attention, c'est très dur d'accès parce que c'est noir et blanc et tout. Panto, je sais plus comment il s'appelle. J'essaie de faire le cinéphile là. Non, mais j'adore ce film parce que c'est un peu l'histoire de ma famille et tout. Mais les autres films de guerre, mais vraiment, Soleil Rouge, tous les trucs comme ça et tout, j'ai du mal. La bataille d'Alger d'ailleurs qui a été citée dans le film de Paul Thomas Anderson. Oui, derrière, ouais j'ai halluciné. Et c'est le personnage de DiCaprio qui regarde ça et ça a du sens par rapport à ce que raconte. Ah mais j'ai halluciné, je l'ai vu derrière et tu sais j'ai fait le fameux mème de DiCaprio, j'ai fait. Oui. C'est le film que je connais. Non, voilà, c'est les films de guerre, j'ai beaucoup de mal. En fait, les films de guerre réalistes et tout, j'aime pas trop, tu vois, le Moyen-Âge, machin. Alors que Braveheart, j'adore. Ah oui. Tu vois, mais j'ai quand même tout le temps du mal à me lancer dedans. Mais oui, Frankenstein, j'ai adoré. Mais parce que le fantastique, j'adore. Il y a un autre côté de film où je peux gober n'importe quoi, c'est SF et fantastique. Ah, tu peux y aller avec moi. Tu vois, La planète des singes, pour moi, c'est le truc le plus extraordinaire du monde et c'est français en plus. Oui. Tu vois, tous, hein. Mais je te parle de tous. J'ai tout vu, même les merdes où ils font n'importe quoi, ils vont dans d'autres planètes des années 70. J'adore ça. La planète des singes, pour moi, c'est extraordinaire. C'est une œuvre mais tellement riche et tellement incroyable. Et même celui de Tim Burton, je le trouve incroyable. Je te jure que je le trouve incroyable. Il est sympa, ouais, c'est vrai. Je le trouve incroyable. Même Perdu dans l'espace. Tu connais pas Perdu dans l'espace? Si, avec Matt LeBlanc. Ah putain, évidemment, un fan de Friends, il peut que connaître. Tu vois, Perdu dans l'espace, je trouve que c'est génial. Oui, c'est vrai que c'est... Oui. Je trouve que c'est génial. C'est un film de merde, attention. Hein. Mais moi, je kiffe tout ce qui est SF et tout, fantastique et tout, j'adore. D'ailleurs, tu me dis qu'il y a des films où t'es pas réceptif. Est-ce que t'as déjà montré à quelqu'un un film que t'aimais beaucoup? Ah ouais. Et cette personne n'était pas du tout réceptive? Bien sûr. C'est l'histoire de ma vie avec mes ex ou n'importe quoi. À chaque fois, évidemment, tu penses bien que je leur dis il faut qu'on regarde Les Princes de la Ville. Hein. Elles sont là, elles sont comme ça. C'est 3 heures, hein, quand même. C'est long, hein, ton truc. Peut-être pas la meilleure porte d'entrée, c'est sûr. Non, ouais, bien sûr. Et puis même des potes où je dis mais putain, t'es débile. Je m'énerve, moi. Moi, je m'énerve. T'es débile, t'as rien compris. Tu tues ce film. C'est n'importe quoi. Et bien sûr, t'es passé à côté. De toute façon, toi, t'aimes pas le cinéma. C'est ça. Donc ouais, il m'est arrivé d'être un peu relou et de dire t'as rien compris. Au lieu de me dire bah non, ça touche pas les personnes. Oui. Il y a plein de films qui me touchent pas du tout, moi, tu vois. Bah, c'est compliqué c'est vrai que le cinéma, c'est un truc quand même un peu de niche, quoi. Ouais, mais là, après, moi, je suis fasciné par les gens qui consomment pour consommer. Et il y a d'autres gens encore qui regardent pas de films. Je parlais de Lenny tout à l'heure, à part Cars, il regarde pas de films, il a 17 piges, il se nourrit pas de cinéma, pas de série, rien du tout, de football, c'est tout. Football et Cars. Et quand je lui montre des films, quand même, j'arrive à le choper sur 2-3 trucs. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant quand il y a des gamins surtout de 17 ans et tout, qui regardent pas de films, qui sont pas dans le cinéma, qui regardent leurs films sur TikTok et tout, tu vois. Quand t'arrives à les choper, tu vois, je l'ai chopé avec 2-3 films, je l'ai chopé avec La Haine, parce qu'il fait la Kaira, donc tu vois, je l'ai chopé avec un film français que je trouve extraordinaire. Qui s'appelle Il était une fois dans l'Oued. C'est la dernière grande comédie. Je m'en souviens, oui. Ouais, mais je trouve que c'est la dernière grande comédie française qui est touchante, qui est bien écrite et qui est superbe. Et il adore Il était une fois dans l'Oued. Tu vois, donc c'est une comédie, tu vois. Mais après, non, les grandes comédies françaises aussi, tu vois, moi ouais. Ah, mais c'est superbe. Ouais, tout Pierre Richard, tous Les Inconnus, tout le Splendide et tout, j'adore. Tu vois, j'ai grandi avec ça. Donc les comédies françaises d'aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal, faut avouer. Mais moi maintenant, je te jure, c'est tronqué par le fait que je fais ce métier. C'est-à-dire que tous les gens que je vois souvent dans les comédies françaises, je les connais. Donc je suis moins dedans. Je me pose plus de questions sur l'acteur, pourquoi il a accepté ça, quel film de merde il fait, ou quel film de pas merde il fait. Ou, tu sais, je me prends plus la tête sur les coulisses que d'être dans le film, tu vois. Donc les comédies, en vrai, et même les films, en vrai, j'avoue, les films français aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, juste parce que je connais le métier, je tourne, de temps en temps, il m'arrive de tourner, de croiser des gens et tout, et j'ai beaucoup de mal à me mettre dans un film français. Franchement, je suis presque incapable de te dire le dernier que j'ai kiffé, quoi. Par moi, en comédie française, le dernier qui m'a vraiment plu, c'était Le Grand Bain, donc ça remonte quand même. Ouais. Ça, j'ai pas vu. Et après, en film français, un qui m'a beaucoup plu au cinéma, c'était Le Comte de Monte-Cristo, pour le coup. J'ai pas vu, alors que je voulais le regarder, parce que Pierre Ninet, j'ai pas de mal pour le coup. Ouais. Mais même en dehors de ça, le film est vraiment très propre, quoi, je trouve. Ouais, direction artistique et tout. Mais je m'étais mis de côté, de toute façon. Il y a des films français que je me force à regarder, parce que je peux pas ne pas consommer du cinéma français quand même, tu vois. Et mais j'ai beaucoup de mal pour ces raisons-là, pour le fait que je connais le milieu, quoi. Et j'ai du mal à rentrer dedans.
Après, t'as l'animation française aussi qui est très de qualité. Ça, c'est autre chose. L'animation française, c'est extraordinaire. C'est quoi le dernier que j'ai vu en animation française qui m'a mis une claque? Le Sommet, je crois. Ouais, le truc à la montagne. Ouais. C'était incroyable. Il y a aussi, il y a eu le Mars Express, non? Ouais, Mars Express aussi. Que je m'étais mis de côté. Et moi, j'allais citer Flo, du coup. Flo. Qui est pas 100% français, mais qui a eu le. Bah, tu vois, Flo, j'ai regardé en me disant, parce que je regarde les films d'animation français, je regarde. J'ai pas kiffé tant que ça. Bah, c'est pareil pour le robot sauvage. Ouais. Bah, alors pour le coup, Flo, c'est vraiment un parti pris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue. Ouais, non, mais c'était cool. J'ai passé un bon moment. Et je trouve ça extraordinaire. Techniquement, je trouve ça extraordinaire. Mais c'est pas non plus. Et comme pour le robot sauvage, je me suis dit, mais les gars, vous avez vu le géant de fer ou Parce que c'est là, niveau géant de fer, ça n'a rien à voir, quoi. C'est 1000 fois plus fort, le géant de fer. Et le robot sauvage, tout le monde s'est extasié pour un film bien. Ouais. Et en fait, c'est ça, peut-être. Tu vois, là, on revient, peut-être qu'on clôturera avec ça, comme tu veux. On revient à ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, un film bien, les gens s'extasient devant, alors qu'il est juste bien. Tu vois? C'est comme Sinner, je trouve bien, mais il est bien, c'est tout. Tu vois? Je dis pas qu'il y a quelques films que je trouve pas extraordinaires, je suis incapable de te les citer maintenant. Il y a encore des films qui sortent qui sont extraordinaires. Et on en a besoin. Mais la plupart que je regarde, où les gens les encensent, je me dis, oui, c'est un bon film. Mais calme-toi, c'est un bon film. Ouais. Tu vois, c'est ça ce truc. J'ai perdu ce truc d'extraordinaire qui m'arrive de temps en temps. Et putain, j'aimerais beaucoup te citer de films que je trouve extraordinaires qui sont sortis ces dernières années. Mais la plupart du temps, c'est vraiment, je me dis, ouais, le film, il est bien. Voilà. Et moi, ça me suffit pas bien. Ouais. J'ai vécu avec des trucs extraordinaires où je pétais même un câble. 187 Codes Meurtres qui est derrière, là, qui est incroyable. C'est incroyable. Et pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai demandé à quelqu'un de le regarder. Et il m'a dit, ouais, il est bien. Je fais, mais non, mais c'est pas possible. Pour moi, c'est la meilleure fin du monde et tout. Et ouais, mon problème, je pense qu'au cinéma aujourd'hui, c'est que les films sont bien. Bah, je sais pas, après, parce que tu vois, comme tu dis, regarde, ce que tu me cites là, ça se trouve pour tout le monde, ils sont juste bien. Mais moi, Sinner, je peux comprendre le truc. Mais il est bien. Aussi. Il est bien, le film. Et mais en fait... ça mérite pas 17 nominations aux Oscars pour moi. Ouais, bah après les Oscars, c'est encore un autre... Ouais, c'est un autre délire. Ouais. Un autre délire, mais en dehors des Oscars, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, ouais, il y a un truc quand même de différent là. Ah bah bien sûr. Mais je te dire, quand je l'ai mis, j'ai dit, ça fait du bien de voir un bon film. Ouais. Tu vois, ça fait du bien parce que mais déjà l'image, et qui part de rien. Ouais. Il n'y a pas de franchise derrière, c'est une histoire originale. Déjà, ouais, ça c'est super. La réal et tout, je me suis dit, putain, c'est vraiment bien, ça fait du bien de voir un film autre. Et j'avoue, Sinner, il est dans le bien plus. Il est pas dans le bien normal, tu vois. Et bah si, Une bataille après l'autre, c'est le dernier film que j'ai vu. Et il est super. Et bah ça, pareil. Pareil, j'ai regardé, j'ai fait, c'est super bien. Tu vois, c'est super bien. Mais je me suis pas dit, waouh, c'est extraordinaire et tout. J'ai juste dit, c'est super bien, quoi. Ça fait du bien de voir un bon film. Mais on est encore loin des claques que j'aurais pu prendre avec Interstellar, par exemple, ou des machins comme ça et tout, tu vois. Et mais moi, la dernière grande trilogie, pour moi, c'est La Planète des Singes. Oui. Ah, c'est vrai qu'elle est bien, la trilogie. César. Et le 4e, je sais pas si tu l'as aimé, La Planète des Singes. Bah, ça va. Moi. C'est pas nécessaire. Je trouve que c'est quand même une suite honorable malgré tout. Oui, ils auraient pu partir. Oui, mais quand tu vois les trois là, tu te dis non, mec, c'est beaucoup moins bien. Le 3 surtout qui est extraordinaire, je trouve. Ouais, Une bataille après l'autre, pour revenir vite fait là-dessus. J'étais au cinéma, je me suis posé, je me suis dit tout le monde l'encense, c'est un truc de malade. Et en fait, j'ai juste dit, c'est vraiment trop bien. Tu vois, par exemple, moi, je suis plus choqué par la prestation de Benicio del Toro, qui m'a impressionné, alors qu'il est là rapidement, tu vois. Il est là très peu, et quand j'ai vu Benicio del Toro, j'ai fait putain, ça fait du bien de voir des acteurs comme ça, et ça fait du bien de voir un bon film comme ça. C'est un bon film. Je suis encore dans la catégorie bon, bien plus, hein. Je suis pas encore, mais je suis pas dans l'extraordinaire encore. Et je sais pas si ça me le refera, peut-être c'est moi qui suis devenu vieux et con. Bah, je pense surtout c'est des films que tu cites, tu vois, Sinners, Une bataille après l'autre, qui sont encensés parce qu'on est aujourd'hui dans un monde très politisé et qui prennent un parti très fort. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a tellement de merde que juste un film bien, ça fait respirer? Ah mais bien sûr, évidemment. Non mais c'est sûr que, en tout cas sur le cinéma américain, et on est sur un principe de franchise qui commence à s'essouffler quand même, on le sent, tu vois. Tu vois les films qui ressortent, bien sûr. C'est les films, c'est pas les Marvel, c'est les films comme ça qui bien sûr, mais maintenant ça, ils vont comprendre que ils vont casser la tête avec leur truc. Mais après c'est compliqué, en fait, c'est dur, c'était mieux avant parce que ça l'était pour plein de trucs. Tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, je me dis, je suis content d'avoir connu les vidéoclubs, les DVD, les machins. Mais en même temps, j'aurais tué pour avoir Netflix à 12 ans, quoi. Alors attention, je suis un vieux con, hein.
J'admets, il n'y a aucun problème. Mais je ne tomberai jamais dans C'était mieux avant. Parce qu'il y a tellement de films que j'ai vus, pas quand j'avais 7 ans ou 15 ans, qui sont extraordinaires. Il y a vraiment, là, ces dernières années, j'ai du mal à les citer parce que je m'en rappelle moins, mais parce que ça, c'est la vieillesse. mais il y a quand même non, moi, je dirais jamais que c'était mieux avant, parce qu'il y a des séries que jamais, Breaking Bad, Game of Thrones, tous ces trucs-là là, que tu te manges dans la gueule, tu te fais, non, c'était pas mieux avant. Non. Code Quantum, c'est cool, mais Game of Thrones, c'est quand même un stade au-dessus, tu vois. Écoute, on va conclure sur une dernière question. Ouais, j'aimerais savoir si parce que tout à l'heure, on parlait des réalisateurs un peu marquants. Est-ce que tu as un réalisateur ou une réalisatrice avec une œuvre globale qui t'a vraiment marqué, ou est-ce que tu n'arrives pas à en dégager un Si, largement. En vrai, celui qui me vient en tête en premier, c'est David Fincher. Ok. Je pense qu'il n'y a pas un film de David Fincher, ou peut-être le dernier, là, sur Netflix, là, je crois. Oui, c'est The Killer. Ouais, que j'ai pas non plus kiffé de ouf, mais ouais, ce qu'a apporté David Fincher dans ma cinéphilie et dans ce qu'il fait, j'ai fait waouh. The Game, Fight Club, Seven, tu vois, là je me suis dit, là il y a un artiste, quoi. Ouais. Alien 3. Non, là il y a un artiste. Millennium aussi, qui est super. Millennium aussi, que j'ai adoré aussi. Là je me suis dit, là je vois quelque chose de différent, j'adore David Fincher. Très bateau, mais en vrai, tout ce qu'il a apporté, c'est extraordinaire, c'est Spielberg. Oui, bien sûr, là c'est... Ouais, là on est sur un autre niveau et tout. Ouais. Spielberg que j'adore. Darren Aronofsky, que j'adore aussi. Du coup, tu as dû voir The Wrestler avec Mickey Rourke. Superbe. Le fameux Mickey Rourke. Non, mais il y a 2-3 réalisateurs comme ça qui tirent. Je dis David Fincher parce que c'est les films qui m'ont le plus marqué, mais il y a plein d'autres réalisateurs que je kiffe et que Chris Columbus. Ouais. Tu vois, tous ceux de mon époque aussi, tu vois, ça marche bien sur moi. Robert Zemeckis. Bien sûr. Tu vois, Bob Gale. Ouais. Donc, tu vois, mais ça, c'est surtout les réalisateurs de mon époque. Mais que je trouve qui ont toujours fait des films. Tu vois, Bob Gale, c'est Gremlins, c'est machin. C'est aussi Small Soldier, tu vois. C'est des trucs où je me dis, putain, ce gars, quand même, a fait mon enfance. Hein. Ouais. Attention, attention, respect total, tu vois. Et voilà. Et puis, 2-3, Scorsese, évidemment. Voilà, tous les Scorsese et tout. Mais c'est un peu bateau de dire ça. Et qui sait que j'aime d'autres? Je ne vais pas citer les grands parce qu'ils sont tous dans mes réalisateurs préférés en vrai. Brian De Palma, Scorsese, Le Parrain. Coppola et tout. Évidemment, ils sont dedans, tu vois. Mais ouais, je pense que la première fois où je conscientise qu'un réalisateur c'est important pour un film, c'est David Fincher. C'est là où je me dis, ah putain, parce que c'est lui qui a fait ça. Parce qu'au début, quand on regarde des films, on ne pense pas à ça. Ouais. Et puis la plupart de mes amis, d'ailleurs, je te dis, ils ne pensent pas à ça. Ils regardent un film, ils ne savent pas qui c'est qui l'a fait, ils aiment bien et ils s'en battent les couilles. Hein. Vraiment, la plupart il faut qu'on se dise aussi dans notre monde, le grand public, des gens qui ne sont pas sur Internet, le grand public, il va voir un film, que ce soit ma famille ou machin, ils vont voir un film. Ils ne conscientisent pas en disant, putain, le réel, il est ouf. Tu vois, il n'y a que nous qui sommes matrixés, tu vois. Et sur les réseaux, évidemment. Mais la première fois où je me dis, attends, il y a une patte, il y a quelque chose, il y a eu 2 fois d'ailleurs, Fincher et Jeunet. Voilà. Ok, ouais, Jeunet, c'est la Cité des enfants perdus et tout. Et c'est là où je me dis, ouais, il y a quand même des réalisateurs qui ont une patte et machin. Et il y en a qui ont trop de pattes des fois, tu vois. Jeunet, il a réussi à foutre sa patte sur le Alien 4. Et c'était génial. Fort quand même, du coup. J'ai adoré, moi. Et non, mais Jeunet, ça c'était un truc d'enfance où je me disais, mais ces films, ils sont bizarres. J'avais vu les Cités des enfants perdus au cinéma, j'ai fait, très bizarre ce truc. John Rachid aussi, très bon réalisateur. Écoute, c'est pas moi qui réalise. C'est Antoine Barrio. Mais le prochain, c'est moi qui le réalise. Donc voilà. Ah bah très bien. Je m'y mets doucement là. T'as un petit mot sur ça ou c'est encore un peu secret? Non, si, on peut le dire. En vrai, on a écrit un film avec mon co-auteur, co-réalisateur et tout, Antoine Barrio, avec qui on avait fait Le Fantôme et Jour de pluie, que vous pouvez aller voir sur ma chaîne, hein, ceux qui me connaissent pas. Il y a plein de gens qui me connaissent pas, tu vois. Et donc, on a écrit un long métrage qui a été développé chez Gaumont pendant 4 ans, qu'on n'a pas réussi à financer parce que c'est un peu compliqué l'histoire. C'est que des enfants. Ouais. Tu vois, c'est 90% du film, c'est des enfants, donc très compliqué à financer. Et on essaye toujours de le financer, et cette fois je réaliserai avec lui. Mais je m'occuperai plus de la mise en scène et de la direction des acteurs que j'adore parce que je joue et que je sais ce que je veux et que même dans mes vidéos à l'époque sur internet, j'ai toujours dirigé mes acteurs parce que j'aime le jeu et je sais ce que je veux, tu vois, dans une œuvre. Et donc voilà, on essaye de vendre ça, on essaye d'avancer là-dessus, et puis moi je continue à tourner. Quand j'ai la chance de tourner, je fais des téléfilms, hein, pour l'instant je fais pas encore de grands films malheureusement, n'hésitez pas à m'utiliser de meilleure façon, même si le téléfilm je prends beaucoup de plaisir. J'ai un personnage récurrent d'un gendarme à la montagne que j'adore, qui s'appelle Karim Bédia,
Mais moi, à partir du moment où je joue, en vrai, je vais pas trop hiérarchiser. Évidemment, j'aimerais faire des films et plein de films en tant que comédien pur, mais ça n'arrive pas encore. Et si ça arrive un jour, je serai très heureux et je vous montrerai que j'en ai sous le capot. Bah écoute, moi j'en doute pas en tout cas. Eh ben merci. Merci à toi de m'avoir accueilli Merci et d'être sur cette chaîne. Et puis, merci. Et je tiens à préciser que si je t'ai accueilli, c'est parce que je suis un consommateur de tes vidéos. C'est comme ça que ça a commencé, faut le dire aux gens. Oui. Je consomme tes vidéos depuis très longtemps et je sais plus comment on a pris contact, mais en gros je t'ai suivi parce que moi dès que je kiffe le travail d'un youtubeur et je trouve que c'est très important aujourd'hui, sans cibler, sans rien du tout, de dire qu'il y a des créateurs sur le cinéma comme toi, parce que moi je regarde que ça sur YouTube, je regarde le cinéma, des créateurs comme toi qui font un travail dingue et qu'il faut soutenir, vraiment beaucoup soutenir, parce que c'est important d'avoir ça. Aujourd'hui, on est plus dans le culte de la personnalité plus que de ton travail. Moi, je préfère ne rien savoir sur la vie de quelqu'un, mais savoir ce qu'il me propose et ce qu'il m'offre en contenu. Et aujourd'hui, malheureusement, ça se perd, ce truc, tu vois. Et les seuls avis que tu donnes, c'est les avis de cinéma, et purement cinéma. Et ce que tu nous apportes avec les coulisses de ce que tu fais, les coulisses des films, c'était quoi le truc qui m'avait choqué? C'était le truc sur Rocky, que tu avais fait une saga entière. J'avais fait une documentaire sur Stallone. Ouais, Stallone, j'ai adoré. J'avais adoré. Et tu vois, moi, ce genre de vidéos, il faut les soutenir sur Internet. Parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à consommer. Et voilà, soutenez les créateurs, même qu'on appelle petits créateurs, parce qu'il n'y a pas de petits créateurs. Ouais. Moi, j'ai commencé petit créateur, après je suis monté dans le buzz, je suis redescendu en petit créateur. Non, tant que tu crées, tu crées. On ne s'en bat les couilles de comment ou à quel niveau t'es, dans quelle sphère t'es. Tant que tu crées, tu crées. Et quand tu crées des trucs comme les tiens et comme d'autres, comme Mea, que j'adore, comme il y en a plein, la grotte de pierre, la grotte chaude, je sais plus comment on dit. Mais en tout cas, il y a plein de créateurs qu'il faut soutenir à fond parce qu'ils nous offrent des vidéos incroyables et on s'en rend même pas compte, quoi. Voilà. Bah, c'est une fin parfaite. Je voulais finir là-dessus. Parfait. Cadeau. Ah là là. Merci beaucoup. Merci à toi, j'en ai marre de ce siège.